La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Autour en studio avec mes confrères. Ferdinand Haïté. Bonjour Ferdinand. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs. Vous avez passé une belle semaine? Oui, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Vous aurez le week-end pour vous reposer. Et ta santé, ça va? Oui, je me remets aussi petit à petit. Bonjour Abi Alpha. Bonjour confrère, bonjour à votre rédaction et à tous nos auditeurs. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu. Merci. Vendredi commence. Je souhaite un bon Juma à tous les frères musulmans. Je n'ai pas oublié aussi les non-musulmans, que le week-end commence bien. Oui, surtout pas de bière pour vous. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi Eric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Parfait. On devrait avoir Tchanyao Aremiyaou. Il s'est excusé, il ne viendra pas. Mais Loïc l'ensemble sera avec nous tout à l'heure pour quelques minutes. Et nous allons commencer par parler de l'éducation au Togo. Vous savez, depuis les résultats tombent, on voit le taux de réussite des élèves. Et puis le bac cette semaine, où on a vu que comparativement à l'année dernière, le nombre ou le taux a encore chuté de 49 l'année dernière. Cette année, on est à 44%. Et on aura presque le même commentaire à faire. Le niveau baisse. À qui la faute? Au gouvernement? Aux élèves qui, il semble qu'ils sont maintenant des accros, je veux dire, aux réseaux sociaux, aux télénovelas. C'est pour ça qu'ils échouent. Oh bon, ça fait beaucoup de raisons. Mais s'il faut se limiter au pourcentage du bac, là, ce qui conclut que le niveau baisse, ce n'est pas vérifié. S'il faut considérer rien que le pourcentage du bac, parce qu'en réalité, le bac a dépassé les 50% au Togo il y a seulement quelques années. Oui. Depuis toujours, le bac a été toujours... Et c'est la seule fois d'ailleurs. Oui, et c'était la seule fois d'ailleurs. Et puis donc, ça tourne toujours autour. Même quand ça atteint les 40%, c'est déjà les meilleurs scores. Mais quand on compare ça à ce qu'on a dans d'autres pays, et notamment la France et autres, on peut se poser la question de savoir, on peut relancer le débat par rapport au niveau de nos élèves. Mais de façon globale... c'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre d'élèves a augmenté. Oui. Et puis, l'enseignement également n'est pas de très grande qualité par rapport à ce qu'on a eu il y a des années. Mais dans le lot, quand même, il faut dire que le nombre est devenu considérable. Contrairement à il y a 20 ou 30 ans, où peut-être on maîtrise pratiquement toute la classe aujourd'hui. Et les enjeux sont tellement nombreux que quand vous ne prenez pas de dispositions par rapport à l'encadrement des enfants et vous comptez seulement sur l'enseignant à l'école, ça ne donne pas toujours. Mais il y a plusieurs raisons. Mais vous allez voir au même moment, c'est en ces temps-là qu'on a des moyennes aussi qu'on n'a jamais eu. Des élèves qui sont au-delà de 17 de moyenne au bac. Même il y a certaines époques où avoir 12 en classe de 6e, c'était vous occupez déjà les premiers rangs, alors qu'aujourd'hui vous avez parfois des gens qui ont 14 de moyenne et qui ne sont même pas dans les 10 premiers et tout cela. Donc, il y a, quand on prend l'effectif d'élèves aujourd'hui par rapport au passé, ça peut donner l'impression comme le niveau baisse. Mais il faut reconnaître qu'il y a plus de cancres aujourd'hui qu'il y en a eu par le passé. Mais dans ce lot-là, il y a aussi des enfants qui atteignent parfois des performances qui surprennent. Mais de façon globale, l'enseignement a des problèmes par rapport aux deux scores, celui de l'année dernière et cette année. Il y a une régression. Or, c'est l'une des rares années où tout a été tranquille, ça a été un fleuve tranquille où il n'y a pas eu de grève. On estime que tous les programmes ont été validés avant d'aller aux examens. Mais puisqu'il s'agit du bac, bon, le bac, c'est pas en classe de terminale seulement. On le prépare forcément quand on arrive en classe de terminale et ça ne va pas, c'est pas au cours de cette année. Sans doute qu'on a traîné des lacunes qui finalement se fassent grand jour au niveau de la classe de terminale. Mais notre système d'enseignement est confronté à d'énormes problèmes qui font qu'aujourd'hui, il faut vraiment y penser. Ferdinand Haïté, c'est vrai que ce sujet, c'est pas la première fois qu'on le débat ici, mais au-delà, n'est-ce pas, de ce taux de réussite au niveau du baccalauréat, est-ce que ça ne relance pas en réalité une nouvelle fois la question même de l'éducation togolaise, sa performance, je veux dire? Oui, je crois qu'il faut repenser à tout ça. Il faut repenser
au système lui-même en général et tous les acteurs qui interviennent dans le système. Aujourd'hui, que sont devenus les inspecteurs, qui sont devenus les pédagogues, qui sont devenus aujourd'hui tous ces gens-là qui faisaient des visites inopinées dans les établissements pour essayer de voir la qualité de l'enseignement et tout ce qui était donné. Moi, mon bac aujourd'hui, peut-être à 20 ans, hein, mais à l'époque, lorsque il fallait préparer le bac, que ce soit à Lomé ici ou dans les villes de l'intérieur, c'était une guerre entre les écoles. Qui serait le premier qui pourrait avoir le meilleur score. À Lomé, par exemple, c'était une rivalité entre le collège Saint-Joseph, le lycée de Tocoin, le collège protestant. Quand vous allez un peu à l'intérieur du pays, vous allez par exemple à Takpamé, c'est Saint-Albert-le-Grand, NDA le lycée, Akara, Chaminade, le lycée Kara et autres. Et donc c'était une rivalité pour avoir les meilleures notes, les meilleurs scores, pour avoir... Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui ça n'existe plus? Aujourd'hui, lorsqu'on parle du taux de... On parle même de la baisse, ou je ne sais pas, de taux de réussite. Où on parle de la chute du niveau. La chute du niveau est à plusieurs niveaux. Si je peux parler ainsi, c'est aussi au niveau des enseignants qu'au niveau des élèves. Aujourd'hui, vous avez des enseignants qui, quand eux-mêmes rendent leur copie, vous trouvez que mais si c'est ces gens-là qui enseignent nos enfants, c'est la catastrophe. Et là, ça pose le problème des critères d'enrôlement de ces gens-là dans l'éducation nationale. À l'époque, c'était vraiment strict. Après, on a ouvert les vannes parce que, bon, il fallait converger tout un tas de personnes dans cet enseignement qui est un exutoire parce que des gens ont fait un peu de zèle à gauche et à droite, il fallait leur trouver un boulot. On a enrôlé les gens dans l'enseignement et ils n'avaient pas le niveau requis, ils n'avaient pas les formations adéquates. Ils ont passé quelques 2 ans ou 1 an dans une école normale d'éducation, je ne sais pas comment ils appellent, ENI ou ENS, ils sortent, ils n'ont pas les rudiments fondamentaux pour être des précepteurs, mais ils deviennent des enseignants. Et quand vous les voyez, c'est la catastrophe. Maintenant, il faut prendre le reste, tout l'environnement aujourd'hui, l'évolution, la technologie, quelle est aujourd'hui la priorité des enfants, quel est aussi aujourd'hui le contrôle que les parents exercent sur leurs enfants. Parce que quand on parle de tout ça, il faut aussi mettre en exergue la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Quand vous avez des enfants qui sortent ou vous avez des enfants qui reviennent avec des portables, je ne sais pas, Galaxy 5 ou je ne sais pas, iPhone 6, alors que ces enfants doivent être à l'école ou ils sont dans les boîtes de nuit, vous ne savez pas qu'ils ont des portables, ils doivent réviser leurs leçons, vous ne dites rien, ou vous savez, ces gens d'élèves qui sortent de la maison bien habillés, et dès qu'ils sortent de la maison, elles vont chez des amis, changer leur tenue en une tenue beaucoup plus sexy pour aller à une fête. En revenant à la maison, elles refont le même jeu. Et donc, quand vous avez tout ça, il y a l'autorité parentale qui n'est plus là. Vous avez toute cette catastrophe-là. Et c'est bien beau de dire que il y a des problèmes, mais la dernière fois quand on proclamait les résultats, les gens étaient là avec leur peine. Oui. Mais quand on leur disait peut-être au cours de l'année que WhatsApp c'est pas bon, il faut peut-être réviser les cours, ils disaient non, on va aller en boîte, il y a WhatsApp et tout. Et ce n'est que le jour de la proclamation des résultats qu'on se rend compte que WhatsApp n'a pas été un bon service. Oui, mais en même temps, donc, WhatsApp c'est pas seulement au Togo. WhatsApp c'est un peu partout sur le continent. Oui, mais je sais. Et puis WhatsApp pourrait aussi servir, hein, les gens même peuvent créer un groupe et faire des exercices à distance. C'est un facteur non négligeable. Donc moi je pense que fondamentalement, il avait été annoncé dans ce pays les assises de l'éducation, je pense. Oui. Il faut y aller. Il faut y aller, revoir même le contenu des programmes, les adapter à la nouvelle donne sur le plan mondial. Parce que quand on était au lycée, on étudiait des chapitres aujourd'hui qui n'ont plus aucune importance. Je ne sais pas si ces chapitres sont encore d'actualité. Ouais, les enfants continuent d'utiliser ces chapitres-là qui n'ont aucune importance aujourd'hui dans la vie de tous ces enfants-là. Donc, il faut aller aux assises de l'éducation, revoir les choses dans leur ensemble, pas seulement la baisse de niveau, mais revoir la question des enseignants, revoir la question même du contenu de l'éducation qu'on veut donner et préparer les Togolais pour le futur qu'on veut pour le pays et puis essayer de voir tout le contour, le matériel, tout ce qu'il faut pour qu'on ait vraiment un enseignement de qualité. Parfait, merci beaucoup Ferdinand. Loïc qui nous a rejoint. Bonjour Loïc. Bonjour Eric Gaton. Vous allez bien? Dieu merci. Beaucoup de courage à vous. Tout à l'heure on va revenir là-dessus. Abi Alpha, votre commentaire sur
ce niveau, cette régression de niveau des élèves togolais? Moi, à mon sens, je n'ai jamais vu la régression du niveau par rapport au taux du BPC ou bien au bac ou bien je ne sais pas quel autre examen. Parce que quand nous étions encore sur les bancs, nous avons cru savoir que parfois les taux de réussite au bac, par exemple, principalement, est aussi proportionnel à comment les étudiants de la première année, c'est-à-dire vont en deuxième année. Oui. Donc, on tient compte du nombre gérable au niveau de l'université pour voir combien il faut faire monter avec le bac, tout ça là. Ça fait que c'est un peu difficile de voir un pourcentage au bac et dire que par rapport à 40% ou bien 30% ou bien 60%, le niveau a baissé ou bien il a... Non mais écoutez, quand un élève qui travaille bien, qui est la moyenne, oui. parce que là forcément, on ne peut je- pas même- avoir même- 10, on veut même- dire que parce que justement, Oui. on veut juste Oui, 20 000 pour Oui, l'année oui. à Les moyens, même l'université. les moyennes. Et donc on regrette les Même- enfants, c'est même- pas vrai, Abi Alpha. oh non, ça c'est clair. S'il vous plaît, il y a eu des années où au bac, on est obligé de prendre en bas de 10 par rapport, si vous comparez par rapport au nombre qu'on veut prendre. On prend toujours en bas de 10. 9 c'est l'oral. Tu comprends quoi? Donc, 9 c'est je la vous parle moyenne. de ce dont je connais. J'ai fait un dossier là-dessus. C'est-à-dire on tient compte à ce qui est gérable au campus aussi avant de faire monter aussi les nouveaux bacheliers. Maintenant, moi je ne vois donc pas le problème par rapport au nombre de réussites au bac pour définir Le si niveau. le niveau a baissé ou bien. Mais mon problème est que beaucoup de Togolais ne voient pas. Vous savez, il y a 6 ou 7 ans, il y a eu un recensement de la fonction publique. Elle a été faite tambour battant. Les résultats de ces recensements n'ont jamais été publiés. 3 ans après, je crois que c'était au temps du ministre, l'actuel ministre ce n'est pas Tchakpele. Je crois qu'il avait été ministre de la fonction publique, mais maintenant, il est Nyofam. Maintenant, il ne tient plus ce portefeuille. Je crois que c'est à ce moment, on a repris encore le même exercice de recensement de la fonction publique qui a été fait à coût de beaucoup d'argent. Ça n'a jamais été publié. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, l'OTR est venu aussi ronflant que sa première priorité, c'est de combattre les faux diplômés. L'OTR a commencé par faire son travail. On a dit, bon, si il arrive à aller jusqu'au bout, Dieu merci. À peine il a commencé, je crois que quelques-uns, on a mis le grappin sur quelques-uns. À peine il a commencé, tout de suite, dans certains arcanes, on a même failli arrêter, c'est-à-dire les inspecteurs qui détectaient les faux diplômés, comme quoi eux-mêmes, ils sont auteurs de faux diplômes. Donc, le processus a été plombé et jusqu'à présent, aucune liste n'a été, s'il vous plaît, permettez que je termine. Aucune liste n'a été publiée par rapport aux faux ou bien aux vrais diplômes. Vous savez ce qui se passe d'après les indiscrétions que je suis sur le dossier. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans certaines fonctions, si c'est certaines fonctions publiques, si ce n'est pas toutes, ce qu'on demande aux gens d'avoir une carte professionnelle. Oui. Vous devez avoir la carte professionnelle et c'est à partir de l'obtention de cette carte professionnelle que on est en train de voir qu'il y a le vrai et le faux diplôme. Et dans certains services, beaucoup, surtout dans le monde de ceux qui sont des contractuels, qui ne sont pas encore titularisés, beaucoup, c'est-à-dire préfèrent tout doucement rester à la maison que d'aller postuler pour une carte qui ne va jamais obtenir et qu'à partir de cette carte, on sache qu'il tenait un faux diplôme. Donc, il y a ce canevas qu'on est en train d'utiliser pour détecter les faux des vrais diplômes. C'est pour vous dire qu'il y a ce cancer de faux diplômes qui décourage aussi les talents. C'est-à-dire c'est tellement facile, si rien ne change et qu'on continue comme ça pendant 10 ans, je parie que la moitié de ceux qui vont être recrutés pour travailler pour les Togolais en fonction publique, ils risquent d'être des faux diplômés.
Il en a tellement, je n'invente rien. Donc, il y a aussi ça là qui n'encourage pas le talent, qui n'encourage pas, sans oublier tout ce que les confrères ont déjà dit. Oui, mais peut-être qu'il y a une précision à faire. Hein. Généralement, les faux diplômes, on peut peut-être les trouver partout, sauf dans l'enseignement. Parce que quand on fait un faux diplôme, c'est pour gagner. Vous faites un faux diplôme pour aller gagner quoi dans l'enseignement. Et Ferdinand a évoqué un élément très important. En réalité, c'est que pendant plusieurs années, et les enseignants qui ont été recrutés en réalité n'ont pas reçu la formation. C'est des gens qui sont sortis de l'université. Ce n'est pas parce que vous êtes sortis de l'université, vous avez fait l'histoire ou la géographie que vous êtes prêt à enseigner. Donc au niveau de l'enseignement, c'est pas un problème de faux diplôme, mais c'est un problème de formation pour avoir la pédagogie nécessaire. Une chose est d'avoir le savoir, une autre est d'être capable de le transmettre. Et ça on peut vous faire une dictée tout à l'heure, vous allez faire zéro faute, mais vous allez être incapable de dire à votre enfant ou à un enfant comment faire pour ne pas faire des fautes. Ça existe. Et que je crois que c'est cette particularité-là, c'est cet élément-là qui a beaucoup manqué. C'est pour cela depuis quelques années maintenant, ils ont plus ou moins réactivé ces écoles-là pour les instituteurs et puis également l'ENES pour ceux qui vont enseigner dans le secondaire et autres. Donc il faut dire que cet élément a vraiment beaucoup manqué, ce qui a fait que il y avait vraiment des enseignants qui sont sortis juste de l'université. Et là aussi, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il est vraiment important d'aller à une réforme de l'éducation pour revoir. Par exemple, aujourd'hui, la question de l'enseignement de l'histoire et géographie. Oui. Quand vous êtes, par exemple, un élève au lycée, et vous tombez sur un prof qui a fait l'histoire, puisqu'à l'université c'est séparé, qui a fait l'histoire et on l'oblige à vous faire la géographie, sachez que vous allez sortir bien calé en histoire, mais en géographie vous allez traîner des lacunes. Il en est de même. Mais vous allez voir des juristes qui sont obligés de se transformer en prof de français. C'est vrai, il fait écrire le bon français, mais peut-être il n'a pas fait les études qu'il fallait pour enseigner cela. Donc il y a ce problème où à un moment donné, l'enseignement était devenu un pis-aller. Ce qui fait que quand c'est comme ça, logiquement, bon, ça ne peut pas donner de bons résultats. Quoi. Je vais juste appuyer pardon, un instant. Je ne parle pas des faux diplômes par rapport aux enseignants. Non, dans l'enseignement, la tri est automatique. Moi, j'ai connu un enseignant en seconde, il n'a fait qu'un mois, c'est lui-même qui est parti au lycée Cara. Personne ne l'a renvoyé, il nous a tenus en seconde. C'est lui-même qui est parti. Nous, on est venu fraîchement. Donc, on voit lui-même par rapport à son niveau. Il est revenu de l'université, tout ça là. C'était une dame. Quand elle sort, elle vient pour nous tenir. Mais nous sommes vraiment venus fraîchement de la troisième. Mais quand même, c'était vraiment dos au mur. Donc, c'est d'elle-même qu'elle est partie. Dans l'enseignement, ce n'est pas possible de travailler avec un faux diplôme facilement. Je dis, à partir du moment où ce phénomène devient une habitude qui est tolérée, c'est-à-dire ça, celui qui échoue de suite au bac peut se dire, bon, je peux passer dans les arcanes, avoir un bac l'année prochaine. Et à partir du moment où il y a ce canevas pour avoir le faux diplôme, on ne se bat pas pour avoir le vrai diplôme, bon diplôme. C'est par rapport à ça que je parle. Oui, Loïc Lawson. Sur ce sujet. Non, Eric, en réalité, je ne suis pas venu pour l'émission, pour le débat. Mais c'est vrai que le sujet m'intéresse, ça me démange un peu et de donner une ou deux contributions. Juste pour dire que j'ai vu qu'à l'unanimité sur le plateau, on parle de baisse de niveau. Mais honnêtement, moi, je ne pense pas que forcément il y a baisse de niveau. Je ne pense pas forcément. C'est vrai, en général, même on le dit. Tu sais, souvent la baisse de niveau, les gens l'attribuent et souvent à la littérature. Parce que les jeunes aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui sont à leur faveur, n'arrivent plus à lire. Et les jeunes n'arrivent plus à bien faire la dictée, ils n'arrivent plus à parler bien français, on dit à baisse de niveau. Mais c'est parmi, je viens, mais c'est parmi, bon, mais surtout, ils ne lisent moins, et donc ils ont des lacunes dans la grammaire, l'orthographe et consorts, n'est-ce pas? Mais c'est dans ces mêmes milieux que tu trouveras les plus brillants en mathématiques. Ne me dis pas que les anciens sont plus brillants aujourd'hui que les jeunes mathématiciens. Les jeunes sont très brillants. Mathématiques, physique, tu parles, ils s'en sortent avec des 18. Et quand tu vois le bac, des jeunes sont sortis en série C avec mention très bien. Très bien. Et c'est pour dire que quoi? Les nouvelles technologies, à mon avis, ont fait baisser le niveau au niveau littéraire et consort. Parce que vous savez, avant,
Le meilleur, c'est celui qui est bon en français. C'est pour ça on parle des Senghor, des Cheikh Anta Diop, parce que tu écris et tu es meilleur. On considère que tu es meilleur. Mais je pense honnêtement, il faut savoir relativiser pour dire qu'il y en a aussi. En réalité, aujourd'hui aussi, il y a des jeunes qui sont très brillants au niveau du niveau et meilleurs que l'ancienne génération. Quand vous possédez, n'est-ce pas, la technologie et consorts, les startups, c'est parmi eux qu'on les trouve. Vous ne savez pas le transmettre, parler, l'expliquer. Ça devient un problème. Imaginez ce grand scientifique, qui, parce qu'il est grand, il doit faire un exposé, il doit quand même parler à la population, et qui tâtonne, et qui parle un français moribond, vous comprendrez qu'il ne fera pas l'unanimité. Je ne refuse pas. C'est un monde de communication. Moi, je veux dire quelque chose. Non, s'il te plaît, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le côté que tu dis. L'aspect, c'est le français. Mais dis-toi qu'ailleurs dans le monde, c'est parce que nous, en Afrique, c'est le français qui nous colonise, ou bien en Afrique de l'Ouest. Ailleurs, le petit arabe ne fera pas son exposé en français. Oui, c'est en arabe. En arabe ou en anglais. Et il peut être brillant. C'est pour ça qu'il faut relativiser. Parfait. Les jeunes, je dis, c'est vrai, il y a un problème de baisse de niveau au niveau littéraire, mais ce n'est pas à tous les niveaux. Je t'assure que les jeunes sont si brillants. C'est pour ça que c'est parmi eux aujourd'hui, on trouve les startups, ceux qui sont en train des génies qui inventent et qui créent. Ils ont aussi du talent. Parfait. Oui, encore deux sur ce sujet, Ferdinand, et puis on va passer à autre chose. Moi, je pense que s'il y a un fait incontestable, c'est qu'il y a baisse de niveau. Ça, on ne peut pas le contester. Dans tous les domaines, il y a baisse de niveau. Nous qui ne sommes pas enseignants, mais qui sont parfois sollicités par des amis pour donner un coup de main sur des mémoires, même des étudiants. Parfois, quand vous voyez le niveau dans lequel on s'exprime, quand on était même en 3e, on ne pouvait pas écrire ça. Et donc, ça pose un problème. Je suis désolé de le dire ainsi, tout dru, mais ça pose un problème. Et quand vous avez des gens qui sont à l'université, qui sont en année de licence, en année de je ne sais quoi, bon, je ne sais pas comment même les appellent maintenant, année de quoi, de licence et tout ça. Voilà. Et qui ne sont pas capables de s'exprimer en français, d'écrire un sujet verbe-complément, ça pose fondamentalement un problème. Non, à l'université, excusez-moi, mais on voit des étudiants qui sont en 3e année d'anglais, qui ne peuvent pas parler anglais. Mais ça c'est un autre phénomène. Tu vois, et donc ça pose fondamentalement un problème. Et donc, moi je dis, quels sont aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut aller à ces réformes-là, les instruments. Moi, à l'époque où nous qui sommes ici, on était habitués à des bibliothèques. Oui. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de bibliothèques dans le pays. Vous circulez partout, il n'y a plus de bibliothèques. Moi, je dormais à la bibliothèque pratiquement. J'étais abonné au Centre culturel français, j'étais à la bibliothèque. Partout, j'allais chercher des livres. Tu n'avais pas d'autres loisirs, ça aussi. Oui, mais ça a permis ça. Non, mais à l'époque, on avait le cinéma. Aujourd'hui, il n'y a plus le cinéma. Oui, mais ça, il faut demander. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Les élèves qui arrivent à lire, puisque le côté intellectuel est forcément basé sur la lecture d'abord. Tu ne peux pas apprendre si tu ne lis pas. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui font que vraiment, il faut être vraiment un élève bien organisé pour pouvoir lire. Vous avez la télévision. Il y a une certaine époque, déjà à 9h, les deux radios que le pays avait déjà fermées. C'est clair. Oui, et la télévision, il faut attendre pratiquement 18 heures pour... Et donc, tu n'as que les livres. Tu es contraint de lire. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut rester sur son smartphone toute la journée. Pour faire quoi? Point d'interrogation. Et donc, effectivement, aujourd'hui, moi je dis, la question de baisse, les derniers, il y en a toujours à toutes les époques. Moi, je crois que c'est aussi lié au fait, c'est-à-dire le nombre a augmenté. Mais quand Loïc me parle d'élèves scientifiques, et ces élèves scientifiques-là, ils finissent comme moi. Aujourd'hui, il y a une carence de profs de mathématiques. Il n'y en a pas. Le problème, c'est quoi? C'est les parents, parce qu'on ne sait pas faire une phrase. On dit, bon, on prend les répétiteurs du CP1 jusqu'en terminale. Je vous dis que les gens sont en classe de terminale, ils ont des répétiteurs. Ce n'est pas normal. À partir de quand tu vas commencer par travailler par ça à l'université, et Dieu seul sait s'il y a des étudiants qui n'ont pas de répétiteur. Et vous allez appeler ces gens-là génie, quelqu'un qui a un répétiteur en classe de terminale, et à force de lui répéter l'exercice, ils finissent par réussir. Ben, il pourrait... à l'université, ça ne donnera rien. Il ira en mathématiques, il ne va pas tenir. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces histoires d'élèves scientifiques, là, il faut qu'on me le prouve. Parce que, bon...
il y a une réelle carence de profs de mathématiques. Eric, permettez que je donne un exemple par rapport à un aspect. Juste une seconde. Par rapport à un aspect que Ferdinand a touché. Je prends l'exemple de la ville de Kara. Entre-temps, le lycée de Kara et le collège Chaminade, pour ceux qui ont fait Kara, il y a 10-15 ans, c'était deux écoles rivaux qui faisaient de véritables concurrences par rapport à la matière grise. Moi, personnellement, j'ai participé à un concours régional par rapport à la culture américaine. Entre-temps, le centre culturel américain organisait des tels concours annuels. Pour la région Kara, j'étais parmi ceux qui devaient aller en finale. Ce sont mes professeurs d'anglais du lycée Kara qui m'ont préparé le concours. C'est eux qui m'ont mené les documents parce que c'était une rivalité entre le lycée Kara et le collège Chaminade. C'est les enseignants qui m'ont préparé, qui m'ont aidé. J'étais en terminale, qui m'ont aidé, on m'a encouragé à aller sortir deuxième après un chaminadois. Donc actuellement, quand je vais à Kara, je vois le chaminade que je voyais il y a 15 ans. Mais c'est par rapport au chaminade que j'ai vu quand j'étais encore là-bas, c'est la nuit et le jour. Monsieur Fabrice ne va pas me contenir. Donc il n'y a pas cette rivalité. Il n'y a pas cette rivalité entre les écoles. Qui ont eu 100%. En fait, quand vous prenez le collège militaire. Oui, militaire. Ils sont 100% au bac. C'était un peu ça la politique du collège. Au CPD, on prend les meilleurs. C'est pour cela, parfois, quand les enseignants là aussi se vantent pour dire qu'ils enseignent bien, c'est pas toujours évident. Ailleurs, au CPD, on prend les meilleurs et on les fait subir un concours avant de retenir. Et jusqu'en terminale, on chasse. Et lorsqu'on arrive au bout, on a que la crème des crèmes, quoi. Donc, c'est normal qu'ils ont... Alors que dans les enseignements publics, parfois, et aujourd'hui, ça aussi, c'est un autre problème. Il y a quelques années, on demandait au chef d'établissement de ne plus exclure en 6e. Et quand, c'est-à-dire qu'on voit les résultats du CPD, les enfants arrivent en grand nombre. En 6e, il n'y a pas de la place. Il faut libérer pour accueillir ceux qui viennent d'avoir le CPD. Et le problème, c'est quoi? Il y a des enfants qui ont 10 ans en 6e. Bon, il échoue avec une moyenne de 6-7. Vous allez exclure un enfant de 10 ans de l'école pour qu'il fasse quoi? Si ses parents, par malheur, n'ont pas les moyens de l'envoyer dans un privé, c'est un autre problème pour demain. Et qu'est-ce qu'on dit? Envoyez-les en 5e et libérer. Je crois qu'ils ont pris cette année, je crois qu'ils ont pris 8 forts, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Oui, c'est des trucs au BPC, des conneries comme ça. Oui, au BPC, des conneries comme ça. Quand vous prenez 8 forts, celui qui va en seconde, vous attendez quel résultat de cette personne? Parce que vous avez vu que c'était la catastrophe. Maintenant, il faut colmater les chiffres et ils prennent 8 forts. Alors que quand on était à l'école, il faut être dans les 15, les 14, les gens prennent 8 forts. Bon, quand l'élève... complaisance finalement déjà. L'élève arrive maintenant en seconde. Il fait quoi? Il fait quoi? Merci. C'est la catastrophe. Merci, messieurs. Merci. Tout à l'heure, on va revenir sur des sujets sur lesquels beaucoup de confrères sont revenus. Depuis le début, on en parlait. La question des réformes politiques également. Nous parlerons un petit peu des francs-maçons, la franc-maçonnerie. Il semble qu'il y a une guerre terrible aujourd'hui. Il y a une guerre de succession à la tête de la grande loge nationale du Togo. Et puis, c'est pas évident pour ceux qui veulent la nationalité américaine. C'est un vrai cauchemar. L'Alternative va faire un dossier là-dessus. Loïc, merci d'être avec nous ce matin. Merci Eric. On l'avait dit, vendredi dernier, vous avez perdu votre papa. Beaucoup de courage à vous. Il se trouve que la semaine prochaine, vous devez l'amener là où il devait être. C'est ça? Oui, tout à fait. Et vous êtes de l'équipe, on va vous permettre quand même de passer justement. Voilà, j'ai tenu à être là et avec ta permission pour justement remercier les uns les autres. Parce qu'il paraît que c'est pas évident. Maintenant que je l'ai vécu, j'ai compris que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. On ne va pas dans une école pour avoir de l'expérience. Il faut le vivre. Ouais. On ne l'apprend pas dans un livre. Et honnêtement, c'était pas facile. Mais les coups de fil, les SMS des confrères, ça je peux vous dire. Et mon portable à un moment était plein. Les amis n'ont pas cessé de me soutenir. Ici sur le plateau, pratiquement tout le monde est passé à la maison pour me dire de vive voix condoléances. J'ai dit vraiment merci, merci à tout le monde. Merci aux amis aussi qui écoutent Fréquence Actu, j'en reviens pas. Et qu'il y avait tout ce beau monde qui nous écoute, qui sont venus à la maison, d'autres m'ont appelé. Et tout cela m'a relevé parce que j'étais complètement à terre. Il faut le dire. À terre, quand tu perds un parent pratiquement dans tes bras, ce n'est pas du tout évident. Donc vraiment merci. Merci aussi aux anonymes qui m'ont envoyé des messages. Et d'autres ont cherché mon domicile pour venir
me dire de leur vive voix condoléances. Merci. Vraiment, les confrères, je vous dis merci, Ferdinand et Abi, Eric, Fabrice. Merci à vous. Vos messages m'ont allé droit au cœur. Parce que c'est grâce à ça que je me suis relevé. Honnêtement, quand j'en vois du courage, vas-y, ça va aller. Mais aussi, je n'oublierai pas les politiques. Nos amis de la société civile aussi n'ont pas cessé de venir à la maison pour me dire du courage. Donc merci. Et à ceux aussi que je critiquais, ça, je n'en revenais pas, eux aussi ont fait le déplacement de la maison. Mais vous ne le faisiez pas du mal quand même, oui, vous donnez votre avis sur le sujet. Voilà, ils ont fait le déplacement de la maison. Merci aux autorités, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, que ce soit de la société civile, que ce soit des simples personnes qui ont fait le déplacement de la maison. Je leur dis infiniment merci. Et je les attends vendredi parce que j'ai besoin d'eux. Il paraît que c'est le moment le plus difficile. Le vendredi et le samedi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin une autre expérience également. Voilà, une autre expérience. J'ai besoin de vous à mes côtés pour me soutenir. Infiniment merci. Que Dieu nous donne la santé et la vie pour que le vendredi 29 à 18h, on se retrouve à Blogamé comme ça paye. C'est juste derrière EcoBank, le siège social de EcoBank, pour être à mes côtés. Pour la veiller. Et pour la veiller. Et le samedi à 8h, l'enterrement à l'église Maria Auxilia Dora, la messe d'enterrement à l'église Maria Auxilia Dora de Benidi, suivi de l'inhumation à Bekota. Merci infiniment. Merci Eric. Merci beaucoup Loïc d'être passé pour placer juste un mot sur sa cérémonie. Ils vont conduire votre papa sa dernière demain. Merci beaucoup. Et nous allons passer à un autre sujet. Ça concerne l'immigration. Ferdinand, ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur l'immigration. Il y avait eu un cas malheureux qu'on a relevé ici, un Togolais qui s'est donné un petit peu la mort, ou on l'a tué, je ne sais pas trop, mais bon, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus après, derrière la presse, après votre article. Je parle de celui-là qui est mort au Canada, vous vous rappelez. Ce matin, vous parlez de la nationalité américaine. Il semble que c'est un vrai cauchemar. Oui, sauf que bon, cette fois-ci, c'est pas moi qui ai écrit le texte, c'est une réflexion d'un Camerounais que tout le monde connaît, Jean-Paul Pougala, qui est un économiste, qui dirige l'Institut d'études géostratégiques de Douala. Il est également basé à Genève et en Chine, qui fait pas mal d'interventions sur des thématiques majeures, notamment le panafricanisme, la géostratégie, la géopolitique et tout. Donc il a fait une très longue réflexion, une réflexion assez profonde sur l'immigration et particulièrement ce que les gens subissent lorsque ils décident de prendre la nationalité américaine. Et il a au cours de cette longue analyse, c'est vrai que cette analyse est très très pertinente, est d'une très grande hauteur. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre la quintessence de ce qu'il est en train de dire, mais quand vous la lisez, vous comprenez que c'est pas facile aujourd'hui de se retrouver de l'autre côté, d'avoir la nationalité. Généralement, les Africains, dès qu'ils obtiennent la nationalité d'un pays occidental, c'est une source de fierté. Oui. On dit oui, je suis allé faire mon enfant aux États-Unis, l'enfant automatiquement la nationalité américaine, mais tout ce qui va après, tout ce qui suit après, ça on le dit pas. Toutes les comment je dirais ça, les contraintes qui sont liées à cette détention de cette nationalité-là, personne ne le dit. Et donc c'est tout ça qu'il décrit aujourd'hui dans le texte, notamment le côté fiscal. Vous savez que les Américains sont imposés autant bien sur le territoire américain que hors du territoire américain. Et que quand vous ne payez pas les impôts aux États-Unis, c'est la casse-prison. Et donc aujourd'hui les lois sont en train de corser des lois pour forcer tous ces Américains à payer, au point que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de renoncer à la nationalité américaine, ceux qui avaient la double nationalité. Et particulièrement, il a donné des exemples en Suisse aujourd'hui, c'est une queue à l'ambassade des États-Unis pour libérer de la nationalité américaine. Et même là, quand vous quittez, vous laissez la nationalité américaine, vous êtes même contraint de payer des impôts encore sur 10 ans. Sinon, vous ne mettrez jamais plus les pieds aux États-Unis, ou quand vous y allez, on vous arrête. Et donc, beaucoup de milliardaires aujourd'hui américains, compte tenu de la pression fiscale, ont quitté les États-Unis pour se réfugier soit en Suisse ou en Europe. Et il décrit le phénomène en disant aujourd'hui, même en Europe,
les pays européens sont en train de réfléchir à imposer aussi ces dispositions-là. Vous voyez. Et donc, il finit en disant que les Africains doivent comprendre quand même que le bonheur, c'est ici chez nous. C'est pas forcément d'aller là-bas pour dire qu'on cherche le bonheur. C'est vrai que pour quelqu'un qui est au bord de la rue, qui vend son petit job, qui fait son petit job ou qui vend son portable au bord de la rue et qui a la chance d'aller aux États-Unis, quand vous lui dites ça, il ne comprendra pas. Il ne pourra pas comprendre parce que lui vous dira, mais écoutez, même si c'est l'enfer là-bas, je préfère là-bas qu'ici, parce que là-bas au moins... Il semble que la pauvreté là-bas est mieux qu'ici. Voilà, c'est ce qui se dit. Voilà. Mais quand vous êtes quelqu'un de bien... vous prenez de la hauteur, vous lisez les textes avec toutes les références qu'il a données. Il y a lieu de se poser la question de savoir si notre avenir est là ou ici. Et donc, c'est un débat de fond qu'il a posé. Et il dit même aujourd'hui que pour renoncer à la nationalité américaine, il faut payer. Il faut payer plus de $2,250. Avant, il fallait payer $450. Ils ont vu que les gens payaient parce que ce n'était pas assez. Ils ont augmenté pour décourager les gens à laisser la nationalité américaine parce qu'ils ont vu que le flux de ceux qui abandonnent la nationalité américaine est devenu de plus en plus grand. Donc, c'est un texte que j'invite les lecteurs à lire. C'est sur Internet, beaucoup l'ont lu, mais il faut lire ce texte à tête reposée pour voir beaucoup de choses. Et, quand des gens se lèvent ici, disent j'envoie ma femme aux États-Unis pour aller accoucher, l'enfant devient américain. On oublie que dès que l'enfant devient américain, il va payer la dette que les États-Unis ont contractée sur toute la vie. Et puis, il y a le phénomène de l'auto-visa. Oui, c'est ça. Parce que ça, là, c'est une grande porte qui est ouverte pour avoir la nationalité américaine également. Oui, et les Africains doivent comprendre, parce qu'il y a de cela quelques siècles, ils venaient nous chercher par la force pour aller travailler chez eux. Aujourd'hui, on refusait, ils nous amenaient par la force. Aujourd'hui, ils nous offrent les conditions pour que nous-mêmes nous venions. Vous voyez, et des gens, ils vont en mourant dans la mer et tout le temps. Et les Africains doivent comprendre quand même que même les gens qui sont là-bas, ils se sont battus pour relever leur pays. Et que ce n'est qu'en étant ici que nous pouvons relever notre pays. Moi, je dis toujours, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale a détruit complètement l'Europe. Oui. Il y avait plus de 20 millions de morts. Il y avait tous les pays qui étaient à terre. Mais les gens se sont battus, ils ont travaillé pour relever aujourd'hui l'Europe. Et que l'Europe soit ce qu'il est aujourd'hui. Il faut que nous, en Afrique, nous comprenions aussi que nous devons travailler ici. Nous devons travailler à changer le système, tous les systèmes qui sont en Afrique, les systèmes politiques, les systèmes économiques, de manière à ce que l'Afrique offre, je ne sais pas, un havre de paix et d'éclosion pour que tous les talents se mettent au service de l'Afrique. Sinon, on irait en Europe, même si les Européens reviennent chez nous ici, la dernière fois, on en riait à la sortie du débat en disant, mais les Africains sont tellement bizarres que même si on nous envoyait tous aujourd'hui aux États-Unis ou au Canada ou en Europe où tout est déjà construit et que nous les Noirs, nous allons là-bas et qu'on ramène les Européens ici, dans 20 ans, nous allons faire le chemin retour. On va revenir ici parce qu'on va dire, ah, là-bas c'est gâté, c'est ici qui est bon. Donc, il faut quand même que nous, les Africains, nous menions la réflexion autrement pour comprendre que notre continent, nous pouvons le rendre vraiment beau, nous pouvons le rendre vivable, plutôt que de penser que c'est l'enfer. Il faut quitter cette Afrique-là pour aller rester à l'extérieur. D'accord. Avant que Abi ne prenne la parole et Fabrice également, nous allons observer une petite pause publicitaire. Radio Fréquence est rosée. Van la mi santalanoa, musique wa, van va me baroua, paouro wende. 103.9. La radio que les autres radios écoutent. Que les autres radios écoutent. Vous êtes entreprise, administration ou particulier? Vous avez un projet d'édition et vous recherchez un professionnel de l'impression offset. Sun Colors, notre imprimerie offset, vous ouvre ses portes. Installé à Lomé au quartier Sauvier-P à côté de la TV7, Sun Colors réalise pour vous tout type de travaux d'imprimerie. Des flyers, des prospectus, des dépliants, des plaquettes d'entreprise, des brochures, des affichettes, des cartes, des calendriers, etc. Avec une équipe de professionnels talentueux et des machines performantes, Sun Colors vous garantit un travail de qualité et dans le respect des délais. Pour nous joindre, appelez tout simplement le 22 45 95 04 ou le 22 45 95 05. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, sauf les jours fériés. Sun Colors, une expérience, un savoir-faire.
avis de recrutement. Une compagnie d'assurance de la place cherche à recruter des représentants commerciaux âgés de 25 ans au minimum et ayant au moins le niveau de bac. Le dossier de candidature sera composé de ceci: une demande manuscrite, un curriculum vitae, une photo au passeport, une photocopie d'une pièce d'identité. Les dossiers seront déposés au plus grand tard le lundi 1er août 2016 au secrétariat de la radio Fréquence 1. Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous sur le 91 83 35 83 ou encore sur le 97 87 34 37. Radio Fréquence est rosée. Van la mi santalanwa, musique wa, van va me barwa, paouro wende. Retour en studio avec mes confrères Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous, Ferdinand Haïté, l'Alternative, et Fabrice Pétiesi, le libéral. Abi, vous voulez prendre la parole par rapport à la question de l'immigration, surtout la nationalité américaine qui serait un vrai cauchemar? Oui, évidemment, je n'ai pas encore parcouru le long texte de Ferdinand, mais pour nous qui avions fait la littérature américaine au campus, si tu revois l'histoire des États-Unis par rapport à comment ce pays a posé ses premières pierres jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui ce qu'il est, ce pays continent. Jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est presque le seul pays au monde où il est plus facile au noir de s'intégrer. C'est-à-dire, quand il arrive, c'est plus facile pour lui d'y demeurer que c'est-à-dire par rapport aux autres pays européens où l'Allemagne, on peut de suite ramener quelqu'un, tout ça là. Si à votre arrivée vous n'avez pas commis un crime ou bien quelque chose de particulier comme ça qui vous singularise, vous avez la chance de vous intégrer. Et les pères fondateurs des États-Unis ont fait le pays continent là de façon à ce que ce soit comme ça. Et au départ, il y avait ce mot-là qui revenait, le melting pot. Et c'est par rapport à leur melting pot-là qu'ils continuent leur politique. C'est ça qui a accouché des loteries Visa. C'est ça qui a accouché de beaucoup de choses. Si tu es né sur le sol américain, tu deviens automatiquement... C'est-à-dire ça a accouché de beaucoup de choses. Et c'est ça qui est actuellement en train de devenir aussi comme un piège qui se referme sur les candidats. Donc, c'est vraiment, à mon sens personnel, un mal nécessaire. Je vais aller au-delà de ce que Ferdinand a dit pour dire que ça ne se limite pas seulement à quelqu'un qui a des comptes qui n'a rien à faire ou bien quelqu'un qui a échoué son cursus scolaire et qui se retrouve avec un billet d'avion qui saute dans le premier vol. Non, ça ne se limite pas à ce beau monde-là. Je donne un exemple concret pour que vous fassiez le parallèle. Quand les statistiques disent que les médecins que le Togo a formés, qui travaillent actuellement en France, sont plus nombreux que les médecins formés par le Togo qui travaillent au Togo, nous ne savons pas actuellement combien d'architectes, par exemple, formés par le Togo, travaillent aux États-Unis. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Statistiquement, n'importe quel médecin vous dira que de toutes les générations qui va fréquenter en Europe, sur 15, à peine 5 ou 6 reviennent. Et que finalement, à l'ère où on est, il y a plus de médecins togolais vivant et travaillant en France qu'au Togo. Donc, on ne sait donc pas combien d'architectes ou bien d'ingénieurs de pont et chaussée qui ont été formés aux frais du Togolais, qui sont nés au Togo, qui sont Togolais, qui sont actuellement devenus américains. On ne sait pas quel est le nombre, on n'a pas les statistiques de ce côté. Donc, ça va au-delà. Même les intellectuels sont aussi mordus par cette politique-là. Quand tu vois actuellement cette ruée vers le Canada, les États-Unis, parce que parfois le Canada c'est un tremplin, c'est un passage obligé parfois pour
parfois les États-Unis aussi, c'est un passage pour rejoindre le Canada, parce que les professionnels estiment que le Canada est encore mieux que les États-Unis, mais tous les deux ont presque les mêmes réalités. Mieux, le phénomène devient de plus en plus un cancer depuis que la Libye est tombée et que ce pays continent du nord africain, avec ses frontières difficiles à contrôler, depuis que Kadhafi n'y est plus et que c'est devenu un repère de tout ce que vous savez, du désordre de tout ce que vous savez. Une bonne partie actuellement de tout ce que vous voyez naufrager en haute mer et tous les risques que les gens prennent pour traverser la mer et rejoindre de l'autre côté, la plupart, ce n'est pas pour aller s'arrêter en Europe. C'est juste pour se servir de l'Europe comme passerelle. Il vient peut-être, même s'il a la chance d'avoir quelques papiers en Europe, c'est en attendant qu'il voit plus loin. Et là où c'est plus loin, si ce n'est pas le Canada, c'est les États-Unis. Donc, ça va au-delà de celui-là qui a échoué ses études. Même la fine fleur de l'intelligentsia est aussi mordue par cette politique-là, qui n'est pas forcément une solution pour l'Afrique. C'est regrettable. Fabrice? Oui, moi je crois que le monde est fait de ça bouge dans tous les sens. Mais je crois que l'essentiel à relever beaucoup plus, c'est d'éviter de rêver. Oui, c'est fondamental. Par exemple, quand Abi dit que oui, bon, la plupart des médecins sont en France, aux États-Unis, les architectes et tout cela, si vous ne vous sentez pas mieux quelque part, bon, c'est une réaction humaine, vous cherchez à aller ailleurs. Mais quand vous y allez, bon, ne vous mettez pas en tête que vous allez arriver dans un endroit où tout est fait et vous allez juste consommer. Autant vous n'avez pas réussi à vous battre ici, il faudra vous armer également de courage pour vous battre ailleurs, parce que vous pouvez être médecin aussi et aller ne pas faire la médecine en Europe ou aux États-Unis, et ça on ne nous le dit pas. C'est ça qui est déplorable. Les gens ont fait des doctorats, ils vendent dans des épiceries, c'est une grosse perte. Oui, mais c'est énorme, c'est grave ce qui se passe. Oui, c'est un peu cela. Ah bon, maintenant, moi je connais, il y a des gens qui ont cessé de vendre dans des épiceries avec les doctorats, ils sont revenus ici pour être professeurs d'université. Ils n'avaient pas le même revenu qu'ils avaient là, mais ils sont fiers parce qu'au moins ils savent qu'ils ont passé toute leur vie à apprendre quelque chose et au moins ils sont utiles. Oui. Et parce que quand vous tapez une formation en médecine, un ingénieur, et vous finissez au niveau de la plonge, franchement, c'est une perte d'abord pour vous. Et également pour l'État qui vous a formé ou même le pays qui vous a accueilli et vous avez fait vos diplômes. C'est un peu cela. C'est pour ça, à un moment donné, c'est vrai que c'est personnel, mais il faut avoir des informations comme ce que nos confrères ont relayé. Et comme quand vous avez toutes les informations, vous avez ce à quoi vous en tenir. On ne refusera à personne d'aller aux États-Unis. Mais quand vous y allez également, ça ne va pas. Il ne faut pas faire semblant. Ouais, parce que oui, c'est un peu cela. Ça semblant comment? Oui, mais il ne faut pas donner l'impression, parfois, c'est comme on a étudié l'exode rural. Oui. Qu'est-ce qui favorise l'exode rural? C'est celui qui va, parfois tu ne sais pas où il habite, et quand le jour où il se prépare avant de revenir au village, et quand il revient et il repart, c'est des départs. Ça tape les autres dans les yeux. Bien évidemment. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on a atteint quand même, il y a des gens quand même qui ont atteint un niveau où ils savent que bon, je vais affronter la vie là-bas, je me bats. Ça marche pour certains, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Parce qu'à un moment donné, les histoires de loterie, visa et autres, on vous miroite des choses qui en réalité ne sont pas... c'est pas ça. Ceux qui ont eu la chance de voyager parfois et sortir et y aller, parfois quand vous allez, vous voyez des gens, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas mieux qu'eux, mais bon, parfois vous vous demandez si ça vaut la peine de laisser le peu que vous avez pour y aller. Mais il faut toujours tenter sa chance. Quand vous estimez que vous êtes quelque part, ça ne va pas, mais il faut avoir toutes les informations pour ne pas... Le rêve américain, il existe certes, mais bon, tout le monde ne s'en sort pas également. Oui, donc ça, il faut le reconnaître avant d'y aller. Naturellement. Monsieur, merci beaucoup. Alors, avant de parler de la question des réformes politiques qui intéresse également, puisque toute cette semaine, on en a parlé, et il y a les francs-maçonneries, ou la franc-maçonnerie, ou les francs-maçons qui ont sciemment ouvert une guerre
il semble que le patron actuel, le grand maître Rogui Kossi Pass, va partir de la tête de la loge. Il y a une guerre de succession qui s'est ouverte, Ferdinand. C'est la lettre du continent qui a sorti le papier. Vous avez voulu le relayer. Pourquoi? Mais c'est une information. Oui. C'est une information qu'il faut relayer. C'est vrai que c'est la lettre du continent qui nous renseigne. C'est vrai que depuis hier, quand on a mis la une de notre journal sur Facebook, ça a suscité pas mal de commentaires. Mais ce n'est pas la première fois que nous faisons des publications sur la franc-maçonnerie. Nous en avons publié sur toutes les loges qui sont au Togo, de Lomé jusqu'à Dapan. Et donc, il y a eu pas mal de commentaires hier. Des gens même m'ont appelé. Je leur ai dit, mais écoutez, nous sommes des journalistes, on donne de l'information. À moins que vous estimez que c'est une entité de la société dont il ne faut pas parler. Et donc, voilà, c'est la lettre du continent qui nous renseigne que le 26 juillet prochain, et je crois dans quelques jours... Oui, la semaine prochaine. Voilà, il y aura... l'élection à la tête de la Grande Loge nationale du Togo, qui est actuellement dirigée par le grand maître Rogui Pass, qui est en fin de mandat. Et donc, il y a eu, comme toujours dans ce genre de choses, quelques positionnements, et puis des petits soucis, des petites divisions. Ce qui est un peu dangereux dans ça, c'est quand vous lisez l'article, c'est un peu les considérations communautaristes ou tribalistes qui interviennent. Et là aussi. Oui, c'est ça qui est dommage, parce que quand des gens disent qu'ils sont là pour... ils sont dans des organisations humanistes, ils prônent la concorde, l'amour, la paix, et qu'entre eux-mêmes, c'est pas véritablement ça, ou pour succéder à un patron, on en arrive là, ça pose quand même un problème. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette organisation a un rôle prépondérant dans la vie sociale, politique et économique de notre pays. Il ne faut pas faire l'économie d'en parler. Parce que quand une organisation aussi pèse dans la vie d'un pays, il faut à un moment donné en parler, il faut faire le débat. Qu'est-ce que cette organisation apporte aujourd'hui? Et moi je suis pour que le débat par exemple sur des organisations comme la franc-maçonnerie soit ouvert en Afrique sans tabou. Joseph Kizerbo disait dans un de ses livres que l'armée en Afrique, telle qu'elle est conçue, ne peut pas être une organisation en dehors de la société dont personne ne peut parler, parce que l'armée joue un rôle fondamental dans la société. Également, ces gens-là jouent un rôle fondamental dans la société. Vous ne pouvez pas prendre aujourd'hui... Ce qu'on ne connaît pas. Un pan de la société, certains s'en réclament d'ailleurs. Vous ne pouvez pas prendre un pan de la société aujourd'hui sans voir ces gens-là. Ils sont partout. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ils ont laissé les anciennes habitudes, ils font du prosélytisme. Il y a des gens qui vous approchent, qui vous disent oui, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes brillant, est-ce que vous ne pouvez pas vous protéger par ici, par là, parce que vous devez avoir un coup de pouce dans la vie et tout et tout. La vie c'est un choix. Mais après, quand ce choix, d'une façon globale, pèse sur la destinée d'un pays, il faut quand même qu'on en parle. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui à nos sociétés? Quand vous allez en Europe, on sait ce que les francs-maçons ont apporté en Europe, aux États-Unis. Les grandes inventions, les grandes constructions, les grandes recherches, on sait ce qu'ils en font. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les francs-maçons africains, ils font quoi? À part créer des petits désordres un peu partout. Quand vous avez vu des gens comme Sassou Nguesso et Lissouba, qui sont tous des francs-maçons, qui se sont livrés à une guerre terrible avec des morts, vous posez la question. Et donc, nous sommes obligés aujourd'hui de faire ce débat-là, même si ça ne plaît pas aux gens. Parce que nous, l'existence de toute la société dépend. Quand vous allez aujourd'hui à la justice, ils sont pleins là-dedans. Quand vous allez dans les banques, dans les grandes sociétés, ils sont pleins dedans. Ils recrutent même parmi les journalistes, ils sont dans l'armée. Et donc, il faut quand même qu'on fasse un débat pour savoir quel est l'humanisme que défendent ces gens-là et qu'on n'a pas cet humanisme-là dans le pays. Et que dans le pays, aujourd'hui, les gens souffrent, il n'y a pas... moi, je pense que les Africains sont quand même extraordinaires. Dès qu'il y a quelque chose, quand les Africains récupèrent ça, les Africains ils changent. Ils diluent. Oui, ils changent. Ils tropicalisent la chose. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie en Afrique, c'est quand même un syncrétisme de la franc-maçonnerie originelle et de nos pratiques africaines. Parce que quand vous prenez le commun de la rue, quand vous parlez de la franc-maçonnerie, vous dites oui, c'est les histoires de sorcellerie, de mysticisme, de tout ça. Et en partie, c'est vrai. Et donc, ça, c'est l'Africain, ça.
C'est l'Africain qui a mélangé les deux. Et donc, vous voulez quelqu'un qui fait du mal, il veut se protéger, il est dedans. Vous voyez un voleur, on le cherche, il est dedans. Vous voyez quelqu'un qui fait du mal quelque part, il est dedans. Et donc, est-ce que c'est ça que les gens sont en train de vulgariser, ou bien c'est d'autres valeurs? Et donc, moi, je pense que ce débat-là, à un moment donné, il faut le mener, quoi que cela nous coûte. Bon, il faut mener ce débat. Fabrice et puis après Louis. Oui, je crois que la franc-maçonnerie, parfois, il faut avoir un courage pour aborder cette question. Je suis d'accord, et surtout du côté de l'Afrique. Parce que quand on présente ça, ça a l'air mystique. Et puis bon, tout le monde, ça chuchote seulement et tout cela. C'est quoi au juste? On en parle, on n'en sait vraiment pas grand-chose. C'est vrai que vous pouvez télécharger, lire beaucoup de choses. Bon, peut-être qu'il faut y être. Apparemment, il y en a même qui y sont, mais sans savoir exactement dans quoi ils sont, de toutes les façons. Mais quand du côté de l'Occident, il y a un coin de voile qu'on lève là-dessus. Moi, une fois, j'ai suivi une émission où aujourd'hui, il y a certains jeunes cadres qui ne veulent pas entrer dans la franc-maçonnerie parce que parfois, ils estiment que quand ils ont une promotion, sur la base de leurs compétences, on a l'impression que c'est un coup de pouce. Or, chez eux, c'est apparu que c'est les médiocres qui y entrent pour avoir un coup de pouce là. un coup de pouce. Et donc, ça fait tout un débat parce que bon, c'est des gens qui sont là, ils vont vous présenter autre chose, ils vont vous dire une chose. Bon, comme Ferdinand l'a dit, c'est des adultes, ils choisissent. Bon, qu'est-ce qu'ils apportent? Si ça leur apporte quelque chose personnellement, oui. Mais bon, aujourd'hui, on en parle tellement et c'est comme si ça commence par parce qu'au départ on présentait ça comme des gens vraiment, mais ben, aujourd'hui c'est comme tout le monde veut y entrer. Quand on y entre, qu'est-ce qu'on gagne? Certains se cachent, ils veulent pas qu'on sache qu'ils sont dedans. Pourquoi? D'autres la firme à qui veulent l'entendre et tout cela. Bon, c'est resté toujours dans les milieux ésotériques. De toutes les façons, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Et aujourd'hui, ça devient un peu embêtant. C'est pour cela qu'il faut avoir vraiment des informations. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes à bord de votre voiture, il suffit de commettre une petite erreur, vous avez failli écraser ou bien tamponner un sémillant et vous dit voilà, vous, c'est les francs-maçons, il veut accomplir son rite. C'est ça l'image. Et tout cela, ou alors vous devenez bizarre, hein, vous choisissez certaines tenues, bon, tout de suite on vous classe dedans. Et c'est quoi exactement bon. Voilà. Abi Alpha. Je crois qu'il faut vraiment qu'on en parle, mais c'est que moi je me rappelle par rapport à mon expérience personnelle, je ne dis pas que j'ai été franc-maçon, sauf que quand j'ai commencé par être journaliste, les dossiers sur la franc-maçonnerie font partie des premiers dossiers difficiles que j'ai eu à affronter. Moi, je suis sorti sur un document d'un dissident de la franc-maçonnerie qui avait fait toute une pile de révélations par rapport à ce qu'il a vu, dans ce qu'il a amené à quitter sa loge. J'ai commencé par publier dans notre rédaction ce document, c'est-à-dire épisode par épisode, et moi seul et mon Dieu savions ce que j'ai enduré et j'ai dû arrêter. Donc, tu sais, à partir de ce moment-là, j'ai commencé par m'interroger. J'ai commencé par m'interroger par rapport à cette société, je ne sais pas s'il faut dire communautariste ou bien comment, parce que, et puis, par rapport à la fixation qu'ils font sur les gens, j'ai aussi eu des témoignages des gens d'un certain niveau intellectuel autour desquels les francs-maçons n'ont pas hésité à tourner et à proposer beaucoup de choses. Certains se sont retrouvés un matin sur leur compte bancaire avec de l'argent qu'ils n'ont pas demandé. D'autres, si, j'ai des exemples concrets. Si, dans la cour, les rencontres qui échouent, on veut amener le monsieur, ça ne va pas, tout ça là, un matin, il se retrouve sur son compte bancaire, il trouve une forte somme. Je ne vais pas donner les noms ici. Donc, parfois, cette fixation a amené certains forcément, et ça fait qu'à un moment donné, on s'est dit que là-bas, c'est la fine fleur de
de l'intelligentsia. Mais au même moment, ces derniers moments, comme l'a dit Ferdinand, quand tu regardes dedans et que tu vois aussi des cafards et des fourmis maniant tout mélangé, d'autres, comme tu as dit, d'autres rentrent là-bas pour recevoir un coup de pouce. Quand tu vois même dans la société certains qui se réclament, je suis franc-maçon, et effectivement, il est franc-maçon, tu te dis alors là que devient cette fameuse franc-maçonnerie. C'est ce qui devient un peu dangereux, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire vu du continent africain chez nous ici, c'est de faire l'amalgame. C'est-à-dire pour la plupart des gens, et ça c'est dangereux, parce que parfois aussi, ça entraîne une certaine situation où les gens risquent de ne plus se battre. Parce que quand on présente ça comme si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas arriver, il y a aussi des gens qui ont réussi à faire des choses sans être francs-maçons. Donc il faudrait aussi que les gens puissent avoir à l'esprit que ce n'est pas forcément seulement les francs-maçons qui réussissent. Parce que parfois ça devient embêtant. Vous vous êtes battu de vous-même, vous avez ce que vous avez. Bon, les gens disent non, bon, il est dedans. Tu ne vois pas ses voitures, il est oui, mais c'est fondamentalement ça. Sans oublier qu'en Afrique, on dit mais vous ne pouvez pas être chef d'État si vous n'êtes pas un peu dans ce genre de choses. On sait que cette organisation a un impact terrible sur la vie politique de certains pays. Aujourd'hui, vous avez par exemple le gouvernement de François Hollande, qui est l'un des gouvernements les plus maçons de la France est jamais venu sur la 5e République. Mais je rappelle aussi que quelqu'un comme ça n'est pas franc-maçon. Ah oui, Sarkozy? Il ne l'est pas. Il était entouré des francs-maçons, mais il ne l'a jamais été. Il ne l'a jamais été. Donc, c'est pour dire que le débat est intéressant et il est bon de mener ce débat sur ce que ces gens-là apportent de mieux à la société. Parce qu'ailleurs, ils ont fait des miracles. Ils ont construit des trucs, ils ont fait des découvertes, ils ont lutté pour la liberté. La devise de la France, liberté, fraternité, égalité, est une devise de la franc-maçonnerie. Ils ont fait beaucoup de choses pour l'humanisme, mais qu'est-ce qu'ils font en Afrique fondamentalement, à part aller faire des réunions pour voir comment on va prendre des actions à gauche, comment il faut noyer quelqu'un, comment il faut faire pour qu'un juge tranche en faveur d'un ami de façon... je ne sais pas, en tournant le cou à la loi. Donc, il faut quand même qu'eux-mêmes arrivent à se départir de ce côté négatif-là pour revenir à l'essence même de leur organisation, pour que, bon, le regard que l'opinion porte sur eux ne soit pas un regard assez sévère. Malheureusement, on n'a que 3 petites minutes. Rapidement, on va y aller avec la question des réformes. Alors, on va utiliser ça 2 minutes. Abi, une possible réforme par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière lié à Ashkrun. Seul l'idiot du village croit que tout le village est idiot. C'est ce que vous dites dans votre article ce matin? Évidemment, par rapport aux réformes, par rapport à comment le décor a été planté vis-à-vis de ces réformes, d'où on vient et où on est actuellement, et le comportement que les gens sont en train d'appliquer. Je vais parler du système qui nous régente. Tout porte à croire que ceux qui nous régentent prennent les Togolais pour des idiots. C'est en cela que moi je dis qu'il n'y a que l'idiot du village qui pense que tous les villageois sont des idiots. Parce que c'est vrai, le Togolais, il a une patience quelque peu maladive, il est quasiment lâche, mais il n'est pas idiot quand même. Il est tout sauf idiot. C'est en cela que quand on veut poser certains actes politiques, quand on veut tenir certains discours, il faut tenir compte quand même à respecter le Togolais dans sa citoyenneté pour que certaines choses ne soient pas avancées. Quand Fonia Singbe nous dit que les politiques ont échoué, que maintenant il souhaiterait que le débat se fasse dans le rang intellectuel pour trouver les solutions aux réformes et tout ça là, tu sais, ça fait rigoler. Moi j'ai interrogé dedans, je me suis dit mais ce ne sont pas les intellectuels qui ont manqué à feu son père, non, il était parmi les chefs d'État les mieux entourés. Et si tous ces intellectuels de renom, j'ai cité entre autres Barquet, qui a même laissé son nom sur le fronton de Sorbonne, il y a plein d'intellectuels dont je n'ai pas la liste ici qui ont entouré Yadema. Et moi je me suis dit même que si ces intellectuels avaient vraiment travaillé à la lumière de leurs recherches, peut-être que ce n'est pas Fonia Singbe qu'on aura actuellement à la tête du pays, on aura autre chose là-bas. Donc moi je pense que il faut qu'on respecte le Togolais. Oui, puisque le comportement que le régime affiche porte à croire que les gens ne veulent pas, ils jouent sur le temps, ils veulent faire tout pour
remettre tout à demain. Quand tu regardes les parcours, quand tu fais un feedback sur les discours de Fornia Singbe, c'est comme un père de famille qui est à côté d'un chien, couché à côté de lui, il câline le chien doucement, c'est-à-dire juste parce que il a quelque chose qu'il cherche, il veut gagner quelque chose par rapport au temps, récupérer quelque chose vis-à-vis de la famille qu'il gère. Et quand dans ces comportements, certains discours portent à prendre les Togolais pour des idiots, ça frustre un peu, quoi. D'accord, très bien. Fabrice, sur les réformes avec ce que Ashkoud a fait la semaine dernière, est-ce qu'il y a de l'espoir aujourd'hui? Parce que les regards sont tournés vers Fornia Singbe. Oui, moi je l'ai toujours dit, hein, vous savez, aujourd'hui la question de réforme, c'est un peu d'actualité et c'est une énorme pression sur les autorités dans place. Mais il n'était pas obligé, même si c'est une recommandation de la CVJR, il n'était pas obligé de faire de financer cet atelier-là. Hein. Parce que pour moi, s'il n'y avait vraiment pas une envie de faire les réformes, l'atelier-là est une pression supplémentaire. Parce que vous ne pouvez pas rassembler tout ce beau monde-là. Avant, quand on comptabilise les dialogues, on dit il y en a 26. Mais il faut reconnaître que ce qui s'est passé la dernière fois était un peu différent, puisqu'il y avait beaucoup plus d'acteurs qu'on en avait par le passé. À l'époque, c'était rien que la politique et puis quelques organisations de la société civile qui sont cooptées. Alors, là, ça peut être un jeu politique, mais ici, on avait beaucoup de gens issus de divers milieux. C'est une pression supplémentaire que le pouvoir s'est mise parce que tout ce beau monde-là ne peut pas se retirer et puis dans quelques années, il n'y a toujours rien. Même si on a envie de mener les gens en bateau, on ne va pas aller jusque-là. Donc moi, je crois que les réformes, on y arrivera. Mais maintenant, qu'est-ce qui sera réformé et tout cela? C'est la grande question. C'est la grande question, même s'il y a des éléments qui tiennent à cœur les uns et les autres. Mais l'essentiel dans tout ça, il faut aussi comprendre qu'on est aussi sur un terrain politique, hein, et chacun, en fonction de ses stratégies, joue comme il peut. Mais la question des réformes, il faut le dire que c'est pas pour faire plaisir à X ou Y. Parfait. C'est pour contribuer au développement du pays. Merci. On en a besoin. Merci beaucoup, Fabrice. Ferdinand, vous avez besoin de 30 secondes, une minute? Oui, juste pas pour parler des réformes, mais pour juste dire que nous passons un dossier la semaine prochaine, probablement lundi ou mardi, sur les Panama Papers. Je l'avais dit ici. Ah oui. Donc le lundi, il y a plusieurs pays africains qui vont publier des dossiers sur les Panama Papers, sur tous les volets Afrique. Et nous sommes dans ce consortium-là. Nous allons sortir un grand dossier. Bon, je ne veux pas aller dans les détails pour le moment, mais mardi, on sortira un grand dossier sur les Panama Papers. Vous avez cité les Togolais qui sont là-dedans? Oui, chaque pays, chaque journaliste se consacre à son pays. C'est au fait et tous les dossiers sont publiés de façon simultanée le même jour. Et donc, vous savez que c'est 11 millions de dossiers à étudier. C'est beaucoup. En anglais, il faut rentrer dans le processus avec une connexion. Parfois, il faut aller dans un pays voisin pour avoir une connexion plus fluide pour pouvoir faire les enquêtes. C'est les premiers résultats qui vont paraître la semaine prochaine. Et donc, l'Alternative publiera un grand dossier sur les Panama Papers. Mardi prochain. Merci beaucoup à Ferdinand Haïti. Je rappelle que c'est vous le patron du journal Alternative. Abi Alpha gère le journal Le Rendez-vous. Fabrice Petiesi, le libéral. Merci à vous. Nous remercions Loïc Lawson qui est passé aussi chez nous tout à l'heure ici. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Erigator. Si tout marche bien, la semaine prochaine, on se retrouve. Au revoir. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.